juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, je suis très content de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète et comme d'habitude pour co-animer cet épisode avec moi il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Romano, salut à tous. Et aujourd'hui on redonne la parole à une voix féminine, je veux parler de Mathilde Gauthier. Salut Mathilde. Salut Romano, salut Olivier, bonjour à tous. Bon alors Mathilde, tu sais comment ça se passe, on donne la parole pendant les premières minutes à notre invité pour qu'il ou elle nous raconte tout. Donc dis-nous tout, qui est Mathilde Gauthier? Alors Mathilde Gauthier, c'est une triathlète qui a 27 ans, qui fait du triathlon maintenant depuis une dizaine d'années. Elle a commencé par la natation. Bon, c'était très léger. C'était pas une amoureuse au final de l'entraînement du sport à l'époque, dans ses années très très jeunes. Et du coup maintenant elle est addicte au triathlon et voilà, maintenant ça fait depuis l'âge de mes 19 ans que j'ai rejoint le sud de la France, à Boulouris, pour m'entraîner avec soit avec le Pôle France, soit avec un groupe d'entraînement à part et voilà, et maintenant j'essaye d'évoluer au plus haut niveau français et puis aussi au plus haut niveau international et je suis en équipe de France depuis maintenant quelques années et puis on est en pleine période de qualification olympique, donc avec en tête les Jeux de Paris 2024. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite fête de campagne qui est prévue l'année prochaine en France. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais en dehors de ça, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi ton actualité, tu as aussi une activité, un job dans la vraie vie. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à novembre 2022, je travaillais aussi à côté du sport de haut niveau. Donc, je conciliais un boulot et le triathlon à haut niveau. Maintenant, j'ai la chance depuis novembre 2022 d'avoir été recrutée par l'armée. Donc maintenant je fais ça, je suis triathlète professionnelle à 27 ans. Il est jamais trop tard pour l'être. Donc ça c'est quand même une sacrée évolution, une sacrée étape dans ma vie. C'est vrai que voilà, jusqu'à maintenant il fallait vraiment que j'avais pas forcément soit les résultats, soit les conditions pour rentrer pour avoir ce statut-là. Et maintenant, avec une bonne saison 2022, j'ai été repérée par l'armée et donc j'ai été recrutée par le 40e régiment de Thionville. Et voilà, donc maintenant je débute ma nouvelle vie en tant que triathlète professionnelle et même si voilà, ça a été des belles années à travailler au sein de j'ai fait différents travails, mais là ça faisait 3 ans où j'étais entraîneur au Saint-Raphaël Triathlon. Donc ça a été des belles années riches en plein d'expériences assez riches et maintenant voilà, à 2 ans des Jeux, il était temps d'essayer de se donner toutes les chances de mon côté pour essayer de tenter une qualif. Donc ouais, c'est une belle étape et je vis pleinement cette vie de triathlète professionnelle et c'est que du bonheur. Et ça veut dire quoi justement vie de triathlète professionnel, parce que tu mets en opposition ta vie d'avant et ta nouvelle vie où tu disais avant tu travaillais, maintenant t'es militaire. Tu travailles quand même un petit peu en tant que militaire. Alors oui, évidemment, je travaille un petit peu en tant que militaire, mais c'est plus de la représentation au final. En fait, en France, on a un système où l'armée recrute. Il y a l'armée des champions, et puis après, donc moi, je suis pas dans cette armée-là. Je suis dans une armée. Enfin, c'est la même armée, mais du moins, je suis pas au CNSD. J'ai été directement recrutée par un régiment. Et donc en fait pour représenter le régiment sur les différentes compétitions internationales, que ce soit en tant que civil ou militaire. Et tout récemment il y a eu les championnats du monde militaire à Brive, donc où j'ai pu rapporter ce titre au 40e. Donc ça c'était une chouette expérience aussi. Et donc voilà, moi c'est plutôt de la représentation. Et puis après de temps en temps il faut quand même aller au régiment pour
rencontrer, assister à certaines cérémonies, à certains événements importants au régiment. Après, voilà, moi, mon boulot, au final, c'est de m'entraîner et d'être la plus performante possible. Sur ce type de contrat, alors je reviendrai sur le recrutement, mais sur ce type de contrat, tu es engagé sur combien de temps et est-ce que vous avez des engagements, justement des obligations particulières, des obligations de résultats ou ça reste une obligation de moyens? Alors, donc, on signe des contrats de 5 ans, donc c'est vrai que c'est assez différent. Je sais que l'armée des champions, eux, c'est des contrats qui se renouvellent tous les 2 ans. Donc au final, 5 ans, c'est quand même une sécurité. Après, nous, on est rattaché au bon vouloir du chef de corps. Donc c'est peut-être un peu plus instable par rapport à l'armée des champions. Donc après, on a une obligation de résultat. Non, on n'en a pas, mais forcément que le meilleur résultat possible, notamment sur des championnats du monde militaire ou des championnats de France ou même des compétitions nationales. C'est sûr que plus on ramène de médailles et plus ils sont contents, hein, ça c'est sûr. Tu m'étonnes, mais ça marche partout, hein. Ça marche aussi dans la vie civile, hein, oui. Pas que dans la vie militaire. Hein. Clairement. Tu me disais que tu as découvert le triathlon il y a une dizaine d'années, après avoir commencé par la natation. Elle ressemblait à quoi, Mathilde, avant de faire du triathlon, avant de faire de la natation? Tu faisais déjà du sport? Alors, j'ai toujours fait un peu de sport, mais c'était vraiment toujours que du jeu. Je pense que la Mathilde, c'est sûr, la Mathilde d'avant, elle faisait criser tous les entraîneurs qu'elle a pu avoir. Elle est totalement différente de la Mathilde de 27 ans. Avant, c'était le sport. Pour moi, c'était au final que du jeu. Je détestais clairement m'entraîner. Je détestais. Je venais pour aller voir mes copines et puis après, il fallait pas me demander beaucoup plus d'efforts que ça. En fait, j'aimais pas l'effort. En fait, j'aimais juste être entourée de mes amis. Et donc c'est vrai que au final, je pense que l'évolution est quand même. J'ai pris un virage à 180 degrés et maintenant, je pense que mes entraîneurs d'avant, ils sont quand même impressionnés de comment la petite Mathilde qui foutait rien à l'entraînement. Maintenant, c'est quand même voilà. Et j'ai compris pourquoi je faisais du sport aussi, et notamment en faisant du triathlon. J'ai compris pourquoi. J'ai eu un projet et tout s'est mis en place. Et au final, en fait, maintenant, l'entraînement, c'est justement la limite, la compétition à côté. C'est génial en fait de s'entraîner maintenant. Et je sais pourquoi je le fais. Donc oui, Mathilde d'avant, la Mathilde de 16 ans et la Mathilde de 27 ans, elle est pas la même. Hein. Et c'est quoi le déclic pour toi? Le déclic s'est fait plutôt avec l'entourage que j'ai eu. J'ai eu la chance d'être bien entourée. J'ai eu différents entraîneurs, mais à chaque fois, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et en fait, le tournant, ça a été que pourquoi en fait je veux faire du triathlon, mais pourquoi en fait en fait je veux être c'est clairement en fait dans quoi je m'épanouis. J'aime même me sentir forte en fait, même si c'est à mon niveau tout simplement, pas forte par rapport aux autres, mais forte, être à 100%, être moi-même à 100%, être la plus forte possible. Et pour ça en fait, ça vient pas en un claquement de doigts. Il faut s'entraîner dur, il faut être un acharné en triathlon. Et pour ça, c'est plus je viens pour mes copines en fait, je viens parce que j'ai un gros projet derrière en fait. Et voilà, il s'est fait au fur et à mesure. Et là maintenant, c'est vrai qu'avec les belles compétitions qu'on a, la belle petite course de campagne qu'on a en 2024, elle est quand même sacrément attirante celle-là. Donc c'est pour ça que l'entraînement maintenant, c'est génial quoi. Donc si je devais résumer, t'as un peu trouvé ta raison d'être. Tu t'es dit ok, en fait c'est pour ça que je suis faite. C'est ça que je vais faire dans les années à venir. C'est clairement, c'est vrai que faire du triathlon, enfin du moins faire un sport à haut niveau, c'est vraiment, comme je dis, j'ai l'impression d'être 100% moi-même c'est clairement un épanouissement mais total en fait, et pouvoir vivre cette vie-là qui est pas donnée à tout le monde, c'est quand même j'ai la chance de pouvoir la vivre. Je me suis donné les moyens pour pouvoir la vivre, donc c'est pour ça que maintenant
je troquerai cette vie pour rien au monde et je vais la faire durer le plus longtemps possible. Et pour ça, pour la faire durer, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner dur, il faut être rigoureux, faut mettre plein de choses en place pour pouvoir se donner les moyens de performer. Et pour revenir aussi peut-être un peu sur la Mathilde à 16 ans, toi à ce moment-là, t'avais pas encore... tu t'étais pas encore projeté dans cette vie-là, t'avais pas encore découvert cette raison d'être, ce truc qui t'animait. C'était quoi le sport pour toi à cette époque-là? Tu le faisais parce que on t'obligeait à le faire, parce que tes parents t'avaient dit qu'il fallait le faire, parce que tes copines le faisaient, c'était quoi? En fait, c'est vrai qu'à l'époque, la Mathilde, quand elle avait 16 ans, même avant, en fait, ce milieu-là, le sport de haut niveau, c'était quelque chose de complètement inconnu pour moi. J'ai pas vécu, j'ai pas grandi dans une famille de sportifs. Mon père, voilà, est gendarme, il a toujours fait un peu de sport, mais pas à haut niveau en fait. Mes parents, ma mère, voilà, je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, donc en fait, ma mère, elle était à la maison, elle s'occupait de nous, et le sport, c'était un loisir en fait. C'était un moyen de se dépenser, mais c'était pas quelque chose en fait de commun chez moi. Je ne connaissais pas je ne savais pas que ça existait en fait, le sport de haut niveau. J'étais très traditionnelle, une famille traditionnelle, l'école, les cours, enfin un schéma très traditionnel. Mon père il a toujours su ce qu'il voulait faire. Il a fait l'école militaire, il a fait Saint-Cyr, il est gendarme. Ma mère, voilà, j'ai pas évolué dans ce milieu-là, et c'est pour ça que la Mathilde d'avant, elle faisait du sport comme ça en fait. Ça me plaît ce sport, bon vas-y, je fais ça. Là, je voulais nager, j'ai un peu nagé, je nageais 1 à 2 fois par semaine maximum. Et voilà, en fait, Mathilde, à l'époque, elle se dirigeait vers des études très conventionnelles, un bac, puis après un post-bac pour aller faire infirmière, puis peut-être sage-femme aussi. Enfin, et en fait, c'est en découvrant le triathlon grâce à une copine. J'ai eu la chance de connaître les stagiates que la Fédération française de triathlon met en place, et j'ai découvert ce milieu-là, et au final en fait c'est là où je me sentais le plus vivante en fait. C'est là où je me dis mais en fait Mathilde, là t'es enfin, c'est là ouais, c'est ça, t'es vivante, enfin tu t'épanouis à 100%, et même s'il a fallu du temps pour le trouver, cet épanouissement, enfin du moins les bonnes personnes pour contribuer à tout ça, et c'est génial cette vie-là. On sent beaucoup d'émotions. Ouais, c'est clair. Ouais. Je repense en fait à chaque fois, je vous parle et en même temps je repense à tout le schéma qu'il y a eu, toutes les étapes, et c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est encore loin d'être un long fleuve tranquille, parce que le haut niveau, il y a des hauts et des bas aussi, et il y a plus souvent peut-être de bas que de hauts, mais oui, c'est une sacrée vie que j'ai vécue là depuis mes 16 ans jusqu'à maintenant. Il y a eu des évolutions. Et du coup, tu découvres le triathlon à 16 ans, tu te dis assez rapidement, je veux faire du haut niveau, j'ai envie d'être compétitive là-dedans. Alors non, pas du tout justement. Ça a mis beaucoup de temps à me dire que je voulais être au niveau. En fait, donc j'ai découvert ça donc à l'âge de 16 ans, mais comme ça dans mon club. Moi, je viens de Libourne, donc une petite ville à côté de Bordeaux et de Saint-Émilion. Donc là, j'ai mis du temps en fait à encore, comme je vous dis, en fait, c'est à partir du moment où j'ai aimé m'entraîner que j'ai compris que je voulais faire du haut niveau. Mais pour ça, il a fallu même une année, ma première année au pôle France de Boulouris, de mes 19 à mes 20 ans, quand j'ai quitté mes parents et je suis venue migrer dans le sud de la France. Et il a fallu encore du temps pour aimer ce goût de l'effort, parce que qu'est-ce que c'est dur de s'entraîner, qu'est-ce que c'est dur le triathlon, et j'ai pas choisi le plus simple, je pense. Et il a fallu en fait à partir de 20 ans, de mes 20 ans, que j'ai compris que là en fait c'est ça dans quoi je veux m'épanouir, évoluer pour les prochaines années de ma vie, ouais. Tu t'estimes que ça a été plus difficile pour toi qui venait pas de ce milieu, enfin dans le sens où tes parents étaient pas dans le haut niveau,
Est-ce que ça a été plus compliqué pour toi de te mettre dedans? Oui, ça a été. En fait, mon père, comme j'ai dit, était un chemin très traditionnel, donc il a eu un petit moment, il a eu beaucoup de mal, pas du mal à accepter, mais ouais, à comprendre la chose. Donc j'étais pas forcément soutenue de les deux côtés. J'avais la chance, par contre, d'avoir ma mère qui était à 100%, et puis mes parents divorcés, et mon beau-père aussi énormément. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont poussée, qui m'ont donné confiance et qui m'ont vraiment poussé à y croire et à continuer dans cette voie-là, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté depuis un long moment. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance d'être bien entourée, et pour construire la Mathilde maintenant à 27 ans, où je me sens vraiment enfin actrice de tout ça et autonome. Et je remercie ces personnes-là qui m'ont aidé à en arriver là, parce que il a fallu ils ont dû s'accrocher eux aussi, hein. Je leur ai pas donné la vie facile à ces gens-là. Tu disais que tu as été recruté par l'armée l'année dernière, mais en même temps tu disais aussi que ton père avait eu un passé de militaire. Est-ce que ça aide justement pour être sous le feu pour être repéré par l'armée, ou est-ce que c'est toi qui as fait des démarches en particulier? Alors mon père, c'est vrai que j'ai pas du tout été pistonnée ou quoi que ce soit. Pourtant mon père est dans la gendarmerie, quand même il est général, il a fait des grandes études, il vient de Saint-Cyr. Enfin, c'est quelqu'un qui est haut gradé, qui a des connaissances, mais j'ai jamais voulu être pistonnée ou quoi que ce soit. Je voulais qu'en fait ma réussite me revienne, ne vienne que de moi. Et donc voilà. Par contre, comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir eu des gens sur mon passage qui m'ont aidé, et j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Saint-Jean, donc celui qui s'occupe des équipes de France militaire, qui en fait, de par mes résultats au niveau français, m'a demandé un jour de faire réserviste sur les Jeux mondiaux militaires. C'était à Yuan en 2019. Et donc ça a commencé là, en fait. C'était la petite porte, avec peut-être un espoir qu'un jour l'armée me repère, ou du moins à l'époque c'était l'armée des champions, parce que ce système parallèle là dans lequel je bénéficie n'existait pas encore. Et donc ça a commencé comme ça, et au final de toute façon tout vient quand tu commences à avoir des résultats, les choses viennent à toi naturellement. Et entre 2019 et 2022, il y a eu pas mal de mouvements, et il y a eu des blessures, il y a eu des gros bas, il y a eu des belles remontées aussi post-blessure, et puis l'année 2022 a été une belle année, et grâce à ces personnes-là qui m'ont donné la chance d'avoir confiance en moi, j'ai pu intégrer ça, et c'est vraiment en fait le sport de haut niveau, c'est quand même un milieu précaire, et pour pouvoir en vivre, c'est quand même assez compliqué. Quand tu es à très haut niveau, du moins quand tu es très très fort, tu gagnes très très bien ta vie. Quand tu es entre deux, tu es là et tu es obligé de jongler. Donc moi, j'étais obligée de jongler entre avoir une sécurité financière, un petit fixe tous les mois, pour pouvoir me payer toutes mes compétitions à l'international, parce que j'avais pas forcément de soutien de la fédération. Et après, faire les compétitions. Et quand t'es blessé, tu gagnes pas d'argent, donc faut pas se mentir. Donc heureusement que j'ai travaillé, et donc grâce à ça, en alliant tout ça, en jonglant à droite à gauche, et j'ai réussi à enfin accéder à ce haut niveau, et franchement, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Je lâcherai pas cette vie-là, hein. Je vous dis maintenant que je l'ai, je vais pas la lâcher, hein. Et pour y arriver justement, est-ce que les sponsors ont été... j'ai l'impression qu'à chaque épisode où on a des athlètes pro, on revient à chaque fois sur le même sujet. C'est comment tu finances ta carrière. Mais en même temps, c'est un vrai sujet, donc voilà. C'est un vrai sujet, c'est et clair. Pour y arriver, est-ce que c'est quoi? C'est des sponsors qui t'ont aidé dans un premier temps? C'était plutôt les prize money? C'était juste ton job que tu as dû faire sur le côté? En fait,
En fait, au début, c'est commencé par les clubs, en fait, les clubs de D1, où tu commences à avoir un petit peu d'argent, un petit revenu. Mais encore une fois, quand tu cours pas, t'as pas d'argent. Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup d'épisodes pendant 3 ans où j'ai été blessée. Et en fait, quand t'es blessé, tu gagnes pas d'argent parce que tu ne prends pas le départ des courses, en fait, et où tu n'as pas de résultats. Donc c'est pour ça que, en fait, c'était tellement, au niveau psychologique, je voulais avoir aucune pression, et je voulais en fait que, je m'étais dit, tant pis, je travaille à côté, tu t'essayes d'allier t'essayes de mener de tout de front, parce que si je faisais des études aussi, pour avoir au moins un minima, pour pouvoir te dire t'as aucune pression de résultat, pour pouvoir en fait tu te dis pas là il faut que je gagne absolument, il faut que je fasse absolument 3e, ou je dis n'importe quoi pour avoir tant d'argent, parce que sinon en fait moi je fais pas du triathlon pour l'argent, en fait, sinon je me suis trompée de sport. Je fais pas du triathlon pour l'argent, moi je fais triathlon pour autre chose, et donc je voulais pas avoir cette pression là, donc ça a commencé avec les clubs qui me donnaient un peu d'argent, après en prenant le départ de certaines grandes courses en France ou même en Italie où il y a pas mal d'argent à gagner, donc là tu gagnes un peu d'argent, et après au fur et à mesure quand tu commences à avoir des résultats, les sponsors viennent à toi. Et là, en 2022, c'est vrai que j'ai eu une grosse aide, donc de Nicolas Saint-Jean, c'était cette personne de l'équipe de France Militaire, mais aussi de la fédération là, qui a toujours certaines personnes qui ont quand même cru en moi, et qui m'ont permis d'obtenir des packs de performance, on appelle ça, ou des entreprises qui me soutiennent. Et donc ça a été une très grosse aide aussi. Donc l'armée, ça. Au final, maintenant j'ai une sécurité financière tous les mois, donc c'est quand même hyper soulageant. Et encore une fois, je veux pas faire du trial. Alors oui, c'est sûr, il faut gagner sa vie, mais moi je veux pas prendre le départ pour me dire vas-y, je vais faire première, je vais gagner X tant de dollars, tant d'euros. Non, c'est pas ça. Ça c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Donc heureusement que c'est un milieu précaire, le haut niveau. On n'a pas, quand on est blessé, on n'a pas la sécurité sociale derrière, qui nous dit tiens, on va vous donner un petit salaire tous les mois. Donc c'est pour ça que quand on peut avoir une sécurité pendant X années, donc là par exemple l'armée ou même les packs de performance que j'ai, c'est quand même soulageant, et ça change la donne, ça change la donne. Et quand tu disais t'as été blessé pendant 3 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, j'ai eu 2 grosses blessures au niveau du tendon d'Achille, à droite là, et en fait j'avais une malformation, ça s'appelle le syndrome d'Haglund, bref, une petite excroissance osseuse au niveau du calcanéum, et donc en fait à chaque fois que je courais, ça m'entaillait un peu le tendon d'Achille, donc forcément à la fin ça couine un peu quand tu vas courir, donc je me suis fait opérer, on m'a coupé ça, donc on m'a coupé ce petit bout d'os, je vais pas parler de chirurgie, mais du coup j'ai eu un arrêt pendant 6 mois de course à pied avec une rééducation au CERS. Donc t'es là, t'es à l'arrêt, t'es là, t'es derrière ton écran, tu vois que toutes les courses passent. C'est quand même pas un moment hyper agréable, faut pas se mentir. Tu te dis, est-ce que je vais revenir? Est-ce que le train il est pas en train de passer et toi t'es à quai et t'es là et tu sais pas si tu vas réussir à le choper. Donc ça c'est pas évident. J'ai eu cette première blessure là. Attends, après, et cette sensation aussi un peu d'angoisse et de mal-être, j'imagine qu'elle est aussi fort couplée au fait que tu t'es immobile, tu fais plus de sport, donc ton corps aussi, ça te fait quelque chose, quoi. Je me suis fracturé la clavicule il y a 2 ans. Pendant 2 mois, j'ai plus fait de sport, alors qu'avant ça, j'étais à bloc. Clairement, je l'ai senti. Je veux dire, sur le moral, ça c'est quelque chose. Mais c'est chimique, je veux dire, c'est une question d'hormones, de dopamine, etc. Je veux dire, vraiment, tu sens, t'as un manque, quoi. Ah ouais, clairement, c'est dur. Et encore, j'avais de la chance qu'au final, je pouvais plus courir. Mais au bout de 2-3 mois, j'ai pu très rapidement renager. Donc j'ai pu faire au moins la natation. Et après je conciliais ma vie entre rééducation et natation, et en fait donc au final je faisais un peu de sport, mais
c'est pas la même chose en fait. T'as pas ces 3 sports-là dans celui qui rythme ton quotidien et psychologiquement c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que tu vois les autres. En plus malheureusement les réseaux sociaux c'est à double tranchant. Hein. On est ultra connectés, on sait tout ce que les autres font. Tu les vois s'entraîner comme des malades, faire des courses et t'es là. Qu'est-ce que c'est frustrant, qu'est-ce que c'est dur. Mais voilà. Heureusement, j'ai été bien entourée encore une fois. J'ai cette chance, j'ai une chance incroyable et je m'en rends compte chaque jour que j'ai été énormément bien entourée au CERS ou même de mon entourage d'entraîneurs et du coup grâce à ça t'essayes de te focaliser sur toi et de pas trop regarder ce que font les autres et un jour quelqu'un au CERS m'a dit c'était quelqu'un qui avait fait les Jeux Olympiques en ski de fond et plusieurs fois et c'était une grande championne qui s'était fait donc 4 fois les ligaments croisés et était là, elle était encore là et elle m'a dit tu sais Mathilde un jour, elle me dit, tu sais, moi, à chaque fois que je me blessais, je revenais plus forte. J'étais encore plus forte qu'avant. Et retiens cette phrase. Vraiment, retiens-la. Dis-toi que tu vas revenir plus forte que jamais. Et c'est vrai, elle a eu totalement raison, en fait. Et il y a eu cette première blessure. Je suis revenue, j'ai fait une super saison. Bam, je me reblesse encore. Fracture de fatigue au même endroit. Enfin, voilà, au niveau du pied droit. Après, le tendon d'Achille en vrac, pareil. Repareil, là c'était pas 6 mois d'arrêt, ça a été 8 mois d'arrêt de course à pied, mais vraiment plus rien. Une autre opération pas aussi. Donc tu passes par des très hauts, mais aussi des très très bas. Et on sait que le sport de haut niveau, la blessure fait partie des choses, mais si tu peux l'éviter, c'est mieux parce que l'arrêt aussi est terrible en fait. Et plus tu t'arrêtes, et plus il faut repartir. Tu reviens, tu fais un pas en arrière, il faut essayer de repartir là en avant et c'est pas la remise en route n'est jamais facile. Mais au final maintenant. Elles m'ont beaucoup appris et en fait elles me rendaient compte que je pouvais pas là en fait c'est à ce moment-là que tu te rends compte si t'aimes vraiment ton sport en fait aussi si vraiment ça vaut le coup en fait de devoir autant d'efforts et c'est là que je me dis mais en fait Mathilde mais vraiment là mais c'est ça en fait c'est ta vie donne-toi les moyens de revenir et là t'es là et du coup tu vas à la rééducation et t'es un acharné et t'y vas mais tu sais pourquoi tu le fais et oui et j'avais cette phrase en tête que cette fille elle m'avait dit et elle avait totalement raison et là maintenant en 2022 je suis revenue de ces blessures et je me suis dit là Mathilde t'es plus forte que jamais, t'es peut-être pas plus forte physiquement mais psychologiquement par contre t'es prêt à mener tous les combats quoi. Et pourquoi en fait comment t'expliques le fait que tu reviennes plus fort de blessure ? Tu reviens plus fort de blessure parce que déjà en fait moi après j'ai essayé de faire du coup de me concentrer que sur moi. Je me suis totalement isolée du monde extérieur donc j'étais plus du tout active sur les réseaux sociaux. J'étais là, je regardais plus rien, je voulais plus voir le monde du triathlon. En fait, je essayais de me focaliser que sur moi pour me mettre aucune pression aussi en fait parce que c'était déjà assez dur comme ça de voir à chaque fois quand tu repars pas de zéro mais presque en fait donc t'es là et comment tu peux l'expliquer en fait ça développe en toi une détermination mais fois 10 000 et t'es là tu peux faire au lieu sur les 3 sports en fait je me disais mais là tu peux en faire que 2 tu peux toujours pas courir mais par contre t'as la chance de pouvoir aller rouler d'aller nager Mathilde devient un monstre en natation devient un monstre à vélo et quand tu reviendras en course à pied au final en fait derrière ce sera tellement facile et du coup je me disais ça à l'entraînement j'y allais et pourtant je nageais au début je pouvais pas mettre de jambes je pouvais pas pousser au mur je faisais le demi-tour là au niveau du thé dans la piscine je ressemblais à rien mais c'est pas grave et t'es là et tu deviens tu développes une force en toi que c'est tellement dur ce que tu vis à l'instant T qu'en fait derrière quand tu pourras reprendre les 3 sports
mais là, ce sera tellement facile. Donc ouais, je pourrais un peu l'expliquer comme ça, quoi. Ouais, c'est le fait d'avoir un handicap pendant un certain temps. C'est comme quand tu nages avec un parachute à l'arrière ou que tu vas rouler avec du surpoids, tu vois, en dessous de ta selle de vélo parce que ça te permettra ou rouler sur un vélo qui est 2 fois plus lourd que ton vélo de course, tu vois. Oui, clairement. Non, mais ça effectivement, je comprends. Je comprends C'est comme les bonnes vieilles techniques de partir avec des poids aux chevilles pour aller courir en hiver pour travailler la proprioception et puis quand tu pars en été avec des chaussures plus légères et sans les poids, t'as l'impression de voler. Voilà, exactement. En fait, tu te rends la vie là, elle est dure, mais elle sera plus facile après quand tu pourras et tout va s'aligner et si t'y crois, bah voilà, tout se mettra en place gentiment et à chaque fois ça a été le cas. Donc encore une fois, j'étais très bien accompagnée. Il faut pas faire ça seul et c'était très important quand on se blesse. Je pense que ça, je peux donner un conseil aux gens, c'est quand on se blesse, c'est vraiment de bien s'entourer d'un staff médical et d'un staff aussi au niveau staff médical, son entraîneur, ne se mettre aucune pression et se concentrer sur soi et tu reviens de ça, de tout ça, plus fort, quoi. Mais c'est pour tout au final, pas forcément que pour les blessures. Ça peut s'appliquer sur tous les domaines de la vie. Et quand tu disais que ça t'a permis d'enlever toute la pression de te concentrer sur toi-même pendant tes périodes justement de récupération suite à tes blessures, en même temps, la pression augmente parce que tu te dis, je suis dans un état qui est quand même suboptimal. Et je vais devoir, en gros, le trajet que j'ai à faire est d'autant plus important. Le fait justement d'être dans un état, dans une condition physique suboptimale et donc du coup d'avoir un effort qui est d'autant plus important à faire par rapport à tes concurrents. Toi, ça, c'est pas quelque chose qui t'a mis la pression? Honnêtement, non, parce qu'en fait, j'avais tellement confiance parce qu'en fait aussi ce que je ne dis pas c'est que donc au bout de je me suis blessée 2 fois en 3 ans. J'ai dû faire un état des lieux de tout ça. J'ai dit mais Mathilde, maintenant ça fait 2 fois que tu te blesses, pourquoi tu te blesses? Et du coup j'ai dit là Mathilde, il faut changer les choses, il faut que tu te remettes en question, qu'est-ce qui va pas? Et du coup en fait j'ai tout changé. J'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de groupe d'entraînement. J'ai voulu rester donc je suis restée à Saraf, mais j'ai modifié mon environnement et j'ai dit là maintenant en fait il faut que tu repartes de zéro. T'es une page blanche et tu repars de zéro. Et donc c'est à partir de 2021 que j'ai rejoint de nouveau le pôle France de triathlon parce que jusqu'à maintenant en fait je m'entraînais avec à Saint-Raphaël mais dans un groupe d'entraînement privé. Et là j'ai dit Mathilde pourquoi tu te blesses? Donc j'ai dit parce que je faisais trop ça. Et maintenant change totalement et c'est ta dernière chance. Là, c'était donc en 2021. Là, t'as 25 ans. C'est ta dernière chance parce que là, à un moment donné, le train il est en train de passer et il va pas repasser une 3e fois. Donc j'ai tout changé et j'ai donné ma confiance totale à Michael Ayassami, donc celui du pôle France de triathlon à Boulouris et l'entraîneur. Et en fait, je me suis sentie de suite en adéquation avec tout, avec sa façon d'entraîner, avec le groupe d'entraînement. Et en fait, j'ai ressenti un apaisement exceptionnel. Et en fait, du coup, à chaque fois que j'allais à l'entraînement, j'avais une confiance en moi grandissante au fur et à mesure. Et pourtant, j'étais sur un pied. J'étais sur un pied avec ma petite béquille et ma botte. Et au final, tout ça m'a énormément appris parce que j'ai arrêté la compétition pendant 1 an et demi. Et quand je suis revenue à la compétition, la première compétition que j'ai eue, j'étais ultra stressée, ça faut pas se mentir. J'étais un stress total parce que tu dis là t'as pris des risques, t'as tout changé, est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, tu te poses 36 000 questions
Et puis au final, en fait, quand tu vois que tu as fait le bon choix, bah punaise, le bonheur que j'ai ressenti après cette première compétition-là, et c'était à chaque fois, mais pendant un an, là, pendant 2022, il n'y avait pas une seule course à la fin de chaque course que je finisse première ou 10e ou 15e ou 20e. Où j'avais pas, mais je pleurais d'émotion parce que je me disais, mais Mathilde, mais vas-y, t'as fait le bon choix. Et c'était tellement dur là, pendant un an et demi, t'as cravaché comme une acharnée, mais là, ça y est, t'y es et tu peux enfin renouer, t'es enfin sur le droit chemin. Et ça, c'est tellement bien de sentir enfin, d'être dans le bon chemin et de se dire que tu fais tout pour pouvoir enfin réussir, que t'as enfin les bonnes personnes, enfin toutes les bonnes conditions. Donc, je sais pas si c'était ça la question, je m'en souviens plus, mais voilà un peu le truc. Non, oui, bah la question effectivement c'était est-ce que tu n'avais pas plus de pression finalement et puis ouais, au final t'en es arrivé à ouais. t'en es arrivé à l'état d'esprit dans lequel t'étais, mais donc non mais ouais, on sent, comme disait Armano, on sent l'émotion, et donc c'est chouette de pouvoir rentrer justement dans ces moments-là aussi avec toi. Et on le voit, hein, on a aussi cette chance nous d'être dans l'intimité de la visio, et on voit que t'es tout ému. Ah, ouais, c'est clair. Ouais, je suis quelqu'un de sensible, comme dirait mon psychologue, enfin mon préparateur mental. Et alors ça a des avantages et des inconvénients, mais oui, je vis vraiment les émotions à 100% là. C'est chouette. Tu disais que tu avais été bien accompagné. C'est à quel niveau parce que tu nous as parlé de ton coach, ton préparateur mental, tu viens de le citer à l'instant. Après, il y a un accompagnement aussi au niveau de ton cercle privé, perso. Enfin, quand tu dis j'ai été bien accompagné, c'était qui, c'était quoi, c'était comment? Bah, en fait, depuis l'âge depuis là où j'ai commencé le triathlon, là de ma petite ville de Libourne jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'être entraînée. Bah, au début, ça a été l'entraîneur du club de Libourne, puis après mon beau-père qui est devenu l'entraîneur du club de Libourne, et puis après j'ai bougé ici, j'ai eu Nicolas Becker, donc quand même qui est l'entraîneur maintenant de l'équipe de France de paratriathlon. Après j'ai eu Michael Ayassami, donc il y a une petite courte période où j'ai eu Michael Ayassami, l'entraîneur du pôle France de triathlon à l'époque. Puis après bref, on a monté nos structures à côté avec deux autres entraîneurs. Thomas André, Aurélien Lebrun, et ça a été aussi énormément. Ils m'ont énormément appris par la rigueur dans l'entraînement. Ils ont été énormément formateurs pour ça. J'ai aussi eu la chance de pouvoir m'entraîner avec des personnes qui m'ont énormément appris aussi sur ce point-là. Et puis après, en fait, en 2021, où j'ai retourné une page et j'ai essayé d'en écrire une autre. Et ben là, j'ai vraiment professionnalisé ma pratique en rejoignant le pôle France de Boulouris, parce que faut pas se mentir, hein, c'est vrai que moi avant je m'entraînais de mon côté, donc c'est-à-dire que j'allais nager dans le public. Après c'est pas compliqué au niveau vélo, course à pied, donc ça va, mais la natation c'est quand même quelque chose de très important dans nos disciplines. Donc j'étais dans ma ligne, je slalomais entre les mamies, tu prends tes propres chronos, enfin bon, c'est quand même pas la même, hein. J'essaye de faire du haut niveau, mais au final je suis là, je suis pas une amateur, hein, je suis une amateur quand même dans tout ça. Et j'avais pas de créneau, de rendez-vous kiné, ma récupération à côté, je m'en occupe. Ça, c'était pas du tout prioritaire. Même la nutrition, enfin, en fait, voilà. Et là, j'ai dit là, Mathilde, encore une fois, ma blessure, en fait, m'a permis de remettre tout en question de façon positive. Et en 2021, en rejoignant le pôle France Boulouris, j'ai clairement professionnalisé ma pratique. Alors, c'était pas encore de façon à en gagner ma vie, mais du moins,
sur tous les niveaux, sur le staff médical, parce que j'ai la chance que le pôle France à Saint-Raphaël, donc au Krebs, il y a un staff médical incroyable avec du coup j'avais 1 à 2 séances de kiné par semaine. Il y a des préparateurs physiques, il y a un nutritionniste, un préparateur mental, et en fait tout ça mis à bout, voilà, encore une fois, c'est ça, j'ai la chance je trouve moi, enfin du moins ces personnes-là me conviennent, de rencontrer plein de bonnes personnes et qui m'ont aidé, qui m'aident à mettre les brique par brique et essayer de me monter vers le plus haut sommet, donc au plus haut niveau. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance, hein. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir avoir rencontré des gens comme ça dans ma vie, qui m'ont aidé, qui à leur façon, et là maintenant j'en suis là grâce à eux, hein. Vraiment, s'ils écoutent un jour ce podcast, merci à eux. Il faut leur partager, ça nous fera quelques auditeurs de plus qui vont découvrir comment ça fonctionne. Je ne m'en priverai pas. Tu dis que tu as rejoint le pôle France à Boulouris, c'est quand même pas donné à tout le monde. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est comme l'armée, ils t'ont recruté, ou est-ce que c'est toi qui as été frappé à la porte et remplir un dossier d'inscription? Alors c'est vrai que le pôle France à Boulouris, ça se mérite, hein. Pas tout le monde peut y rentrer. Moi, donc je suis arrivée donc à l'âge de 19 ans, donc en 2014 à Saint-Raphaël. J'étais partenaire d'entraînement, donc je faisais pas partie du pôle France. J'étais partenaire d'entraînement d'une fille du pôle France. C'était Célia Brémond à l'époque. Et il y avait aussi d'ailleurs Léo Bergère aussi dans ces jeunes au tout début. Donc j'étais partenaire d'entraînement, mais je répondais pas aux critères en fait encore à l'époque. Et puis il a fallu 2021, donc quand même de 2014 à 2021, il a fallu que je vieillisse un peu et que je prenne un peu de l'expérience pour en fait c'est moi qui suis venue, j'ai toujours gravité autour du coup, parce que j'ai quitté le pôle France et j'ai fait ma propre structure, mais je gravitais toujours autour parce que forcément on se côtoie, hein, c'est un petit milieu Saint-Raphaël, donc on se côtoie pas mal. J'ai travaillé au Krebs aussi en tant que surveillant d'internat, donc au final on se connaissait bien tous là, et en 2021 quand j'ai tout remis en question par rapport à ma blessure, je me dis là, Mathilde, tu veux rester à Saint-Raphaël, tu travailles à Saint-Raphaël, t'as pas 36 000 solutions. Si tu veux continuer le triathlon, il faut que t'ailles toquer à la porte du pôle France. Et donc avec mes 2 béquilles, ma petite botte, je suis allée voir Michael Ayassami, et je suis venue lui voir, je dis est-ce que tu veux d'une éclopée dans ton groupe? Et du coup il a, et au final du coup entre-temps il y a quand même pas mal d'évolutions au pôle France. Il y a quand même plein de petits jeunes qui ont performé, qui sont super forts, entre Paul-Georges Antoum, Boris Pierre, Arthur Berland, enfin Valentin Morlec, Léo Bergère qui est rentré, Emma Lombardi. Le pôle France de Boulouris est devenu quand même une référence dans le monde quand même. Et du coup je suis venue là avec ma petite éclopée que j'étais, et j'ai dit est-ce que tu veux bien me prendre, et parce que tu connais mon niveau, tu connais ce que je suis capable de faire, et encore une fois une chance incroyable que Mika il voyait en moi le potentiel, et il a confiance aussi de ce qu'il pouvait faire de moi. Et il me dit moi j'ai besoin aussi d'une fille aussi au pôle France, parce qu'il y avait que Emma à l'époque. Et donc là du haut de mes 25 ans, j'ai rejoint le groupe, et du coup de par mes résultats j'ai pu réintégrer le pôle France. Et donc il a fallu du temps, j'ai pas eu un chemin très traditionnel par rapport à certains qui rentrent dès très jeunes, qui ont des résultats dès les championnats de France, qui répondent à des critères en fait. Mais moi encore une fois j'ai eu la chance que on avait confiance en moi, on croit en mon potentiel, et du coup on me donne la chance de pouvoir on me donne les cartes, et maintenant à moi de les remercier en performant. Mais moi je suis pas quand même un cas à part quand même, hein. Je suis un particulier à Thigautier. Petite question de curiosité, comment ça se passe au pôle France? Est-ce que c'est comme à l'armée, vous êtes dans une caserne et vous vivez tous ensemble, peut-être pour
permettre cette cette émulation de groupe, ou est-ce que c'est chacun chez soi et puis vous vous retrouvez du matin au soir pour les entraînements? En fait, ça dépend. Donc il y en a qui sont arrivés très jeunes au Pôle France, donc du coup ils sont passés par l'internat, par le Krebs, donc ils ont été dans ce milieu un peu communauté en fait. Et moi, encore une fois, en fait, j'ai jamais fait partie du Pôle France jusqu'à maintenant, donc en fait, j'avais toujours mon appart à côté. Et là, maintenant, on est tous. Maintenant, le Pôle France, c'est un petit pôle de vieux quand même maintenant. Et donc du coup, de vieux entre guillemets, j'espère. Ouais, de vieux entre guillemets, ouais. Et donc du coup, là maintenant, en fait, on a chacun en fait notre propre appartement, notre propre logement, et on se réunit tous les jours en fait. En fait, on a un créneau tous les matins, 7h, 8h30, bam, dans l'eau. Donc là, c'est à ce moment-là, on se retrouve. Et puis après, on se retrouve pour les entraînements vélo, course à pied, muscu. Et après, il y a aussi des à côté aussi où on s'organise des petits trucs entre nous. Mais nous, voilà, ça marche un peu comme ça, en fait. Il y a les petits jeunes où ils passent par l'internat. Et puis après, il y a les petits vieux comme nous. On vit notre vie de notre côté, quoi. Les petits vieux de 27 ans. Qui performent. Ouais. Du coup, ça nous amène aussi sur ton palmarès, tes courses, parce que c'est vrai qu'on en a pas encore vraiment parlé, mais on a compris qu'il y a eu quand même un moment il y a eu une cassure quand même. Il y a eu 3 ans de transition entre la Mathilde. Il y avait la Mathilde de 16 ans, il y avait la Mathilde de 23 ans, puis qui a été blessée pendant 3 ans, puis il y a la Mathilde d'aujourd'hui. Là-dedans, c'est quoi les grandes courses sur lesquelles t'as pu t'exprimer pleinement ou tes meilleures anecdotes de course. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tout ça? Du coup, c'est vrai que j'ai eu en finale, entre toutes ces périodes-là, j'ai évolué à tous les niveaux. Je suis passée par la D3, le plus haut bas niveau des Grands Prix, à faire aussi donc D3, D2, D1. J'ai vraiment essayé de faire étape par étape. J'ai fait toutes les petites compétitions, les grandes compétitions françaises, le triathlon Nouat, le triathlon d'Embrun, le triathlon, qu'est-ce que j'ai fait? Bref, il y a tous les beaux triathlons en France. J'ai essayé d'apprendre sur des courses comme ça, des courses sans drafting aussi. C'était vachement intéressant de commencer par ça aussi. Et même aussi les compétitions italiennes, les grands prix italiens. En fait, j'ai essayé de me former un peu sur tous les différents types de circuits possibles, toujours sur le court distance évidemment. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu quelques résultats. J'ai pas là récemment en 2022. J'ai fait 3e sur une Coupe du Monde. Donc après, comme je dis, j'ai évalué à tous les niveaux. Et après, je suis arrivée sur D1, sur Coupe d'Europe, sur Coupe du Monde, sur WTCS aussi. J'ai eu la chance de pouvoir participer à ça. Donc là, mes plus gros résultats récents, on va dire, c'est qu'en 2022, j'ai gagné 2 Coupes d'Europe, une au Portugal et une aux Pays-Bas. 3e sur une Coupe du Monde, la Coupe du Monde en Corée du Sud. Là, tout récemment, en 2023, je suis championne du monde militaire. Donc ça c'est un peu mes gros résultats, on va dire, de l'année. Et puis après, j'espère que ça fait que continuer parce que je peux m'arrêter à ça. Mais non, bien sûr, mais c'est quoi là-dedans? C'est pas mal pour une petite jeune. C'est quoi là-dedans tes plus beaux souvenirs de course? Mes plus beaux souvenirs de course. Alors, c'est vrai que moi, je suis très équipe. C'est marrant et c'est un sport individuel, mais aussi c'est un sport qui se gagne par équipe aussi. Et moi, mes plus beaux résultats. C'est dur à dire parce qu'en fait, comme je trouve qu'en fait que je gagne en 2022, ça a été vraiment pour moi une renaissance, vraiment. Et que je gagne une Coupe d'Europe ou que je termine je sais plus combien, par exemple j'avais fait 20e sur la WTCS des Bermudes, un résultat où même j'avais fait vraiment une course pitoyable, pas pitoyable mais vraiment pas du tout à mon niveau, et elle me procure toutes des émotions incroyables.
et j'en suis et à chaque fois voilà, c'était incroyable de vivre ça parce que j'étais tellement heureuse de pouvoir revivre tout ça. Mais après mes plus beaux résultats, enfin mes plus belles souvenirs, mes plus beaux souvenirs, ça a été quand même aussi sur les relais. J'avais fait un relais à Nottingham. Il y avait l'Aubergère, Pierre Lecor, Cassandre Beaugrand. On avait fini 3e, mais c'était incroyable. Mon premier podium sur WTCS. Oh là là, c'était génial. Et puis après, comme un jour a dit Laurent Vidal, je pense que je n'ai pas encore vécu mon plus beau moment. Donc, du coup, j'espère qu'il me reste encore plein de beaux souvenirs à construire. Ouais. Tiens, et le relais, on a rarement parlé du triathlon en relais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Ça se passe comment déjà en termes de... Enfin, déjà au niveau de la course, comment ça se passe? Et puis après, on peut rentrer un petit peu dans la préparation, la coordination, l'esprit d'équipe, tout ça. Alors du coup, depuis Tokyo, en fait, le relais est de nouveau dans une épreuve olympique. Donc la France est quand même championne du monde de relais mixte. Donc on est quand même une très grosse nation de ce côté-là. Et donc qu'est-ce que c'est? Donc ça, ils ont changé l'ordre maintenant. Maintenant c'est garçon, fille. Donc c'est la fille qui termine, alors qu'avant c'était l'inverse, c'était fille, garçon. Et donc en fait c'est des tout petits formats. Donc chacun fait un mini triathlon. Donc c'est 250, 300 mètres de natation, 5 km à vélo et 1,5 à pied. Donc voilà, c'est une épreuve qui dure 20 minutes. Et donc voilà, chacun fait son mini triathlon. Et voilà, c'est hyper rapide. On passe, voilà, là encore, tout récemment, j'ai fait les Jeux européens. Donc, c'est les Jeux olympiques, mais des pays européens. Et donc, quand tu fais une épreuve courte distance, un format olympique, c'est une épreuve qui dure 2 heures. Et puis après, quelques jours après, tu fais ça. Donc, ouais, c'est ultra violent. Mais c'est assez sympa à regarder, je pense, en tant que spectateur, assez spectaculaire. Et c'est très, très rapide. Donc les gens aiment bien, et puis moi, de par mes qualités de base, c'est un format dans lequel je m'éclate assez bien. Donc c'est assez plaisant de pouvoir prendre le départ de ces certaines courses comme ça. Et là, du coup, je suis qualifiée sur les championnats d'Europe Super Sprint en Turquie là début août. Donc je vais pouvoir continuer à explorer ces super triathlons là, ces XXS là, à fond les ballons là. Et tu nous parles du relais mixte. Tu nous as parlé de la petite fête de campagne qui aura en 2024. Bon, alors les JO, on va arrêter avec cette blague. Vous en êtes où de la qualif? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà qualifiés? Est-ce que la qualif elle est remise en jeu? Tu peux faire un point avec nous justement sur la qualification pour les équipes de France? Alors, en fait, donc pour ces gens c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. En fait, donc nous actuellement, la France, elle a 3 dossards en individuel et que ce soit chez les filles et les garçons. Pour avoir 3 dossards, en fait, il faut qu'il y ait 3 filles et 3 garçons dans le top 30 mondial, dans le ranking, dans le top 30 mondial. Donc actuellement, c'est le cas. La France quand même est une grosse nation, donc à ce niveau-là, je pense que voilà, c'est pas facile de faire partie des 3. Et la France aussi est déjà qualifiée sur les relais pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Par contre, qui c'est qui va aller en 2024, ça on sait pas encore. Même si bon, nous en interne, on se doute déjà un petit peu de qui c'est qui y aura, mais après ça peut aller vite, dans un sens comme dans l'autre. En 2024, c'est encore, il y a encore du temps. Donc là, on est en pleine période de qualification olympique depuis 2022, depuis mai 2022, avril-mai 2022, et jusqu'à juin 2024. Là, on est en pleine de période de qualification olympique. Donc, en fait, tout le monde, là, tous les Français, toutes les Françaises, on est là et en fait, on essaye à chaque fois qu'on court, en fait, on essaye de marquer des points pour pouvoir se passer dans ce top 30 mondial. Actuellement, il y a 3 filles, Cassandre, Léonie et Emma Lombardi. Sandra, Audrey et moi, on est à peine plus loin que du top 30 mondial.
Je sais plus exactement combien je suis. C'est vrai que ça se réactualise tous les jours. Je crois que je suis 40 ou un truc comme ça, peut-être un peu plus. Donc j'en suis pas très très loin. Mais voilà, à chaque fois, donc c'est vraiment important parce qu'à chaque fois qu'on prend le départ, en fait, on est là et en fait dans un coin de nos têtes, c'est je me dois marquer des points pour pouvoir me rapprocher, pour pouvoir être placé dans ce top 30 mondial. Donc ça peut aller très vite, hein, parce que quand tu gagnes une course, tu marques tant de points et du coup tu peux vite réintégrer ce top 30. Et ça peut très vite aller dans l'autre sens aussi, hein, parce que tu te foires, une fois, 2 fois, 3 fois, bam, tu sors. Et la France quand même, son objectif c'est d'avoir 3 filles, 3 garçons en 2024. Donc pour le moment c'est le cas, mais après voilà c'est pas terminé. Et donc là, pour le moment on sait pas qui c'est qui est qualifié parce que comme je vous dis, ils sélectionneront ceux qui sont le plus en forme. Et les 3 qui sont dans ce top 30 mondial ne sont pas forcément les 3 qui seront qualifiés. En fait, la France peut dire toi, voilà, t'es là, t'es 25e mondial, mais je préfère mettre Mathilde Gauthier par exemple, qui est 45e, mais qui prouve un peu plus quoi. Non, bon, je rigole, mais je rigole, mais c'est clairement le cas. C'est vraiment, peut vraiment être ça. Et là, par contre, cette année, on a les test events. Donc, c'est une répétition des Jeux Olympiques un an avant. Et c'est des Jeux Olympiques blancs, en fait, tout simplement. Et ça va avoir lieu là cet été, à Paris. Donc, c'est l'occasion de pouvoir répéter, de pouvoir reconnaître le parcours parce que tu auras la chance de le faire qu'une fois. Donc ça, il y a ça cet été. La France avait 7 dossards, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Bon, elle a décidé qu'elle n'en enverrait pas 7. Et donc, elle a décidé qu'elle en enverrait 3. Donc moi, je fais pas partie des 3. Voilà. Donc, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça, c'est les politiques, hein. Comme tout, hein, dans une fédération, il y a des politiques, hein. Et, attends, tu peux revenir là-dessus? J'ai pas compris. La France a 7 dossards, mais décide d'en envoyer que 3? Oui, voilà, exactement, ouais. Elle a décidé d'en envoyer que 3. Après, bon, c'est. Et c'est quoi la raison derrière? En fait, leur raison, en fait, déjà pour pouvoir aller au test event, il fallait participer à 2 courses. Pour pouvoir participer à ces 2 courses, il fallait avoir participé à une autre course l'année d'avant. Donc en fait, forcément, du coup, le choix était vite fait parce qu'il n'y en avait que 3 qui avaient participé aux courses d'avant. Donc bref, bon, c'est de la politique. Okay, attends, là tu parles des dossards pour le test event. Ouais, exactement, le test event, exactement. Donc en fait, bref, c'est de la politique. Je vais pas rentrer dans une polémique ou quoi que ce soit, mais voilà, la France, comme c'est la nation hôte, en fait, la nation qui accueille les test events, elle a la possibilité d'avoir plus de dossards, en fait. Mais après c'est au bon vouloir du DTN, de la sélectionneuse, de tout ça, d'en envoyer 7 ou non, en fonction de leurs critères, eux ils estiment que voilà, pour eux en fait ils estiment qu'ils sélectionnent les gens pour les test events seulement si t'es potentiellement qualifiable et médaillable en fait pour les jeux. Donc en fait, du coup, ils estiment qu'il y en a que 3 chez les filles et 4 chez les garçons. Donc nous, voilà, chez les filles, ils ont envoyé Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Emma Lombardi, qui ont totalement mérité leur place. Et ça, je ne remets pas du tout en question. Mais c'est vrai que nous, c'est un peu frustrant, nous, les filles à côté, parce que comme moi, par exemple, ou Sandra Daudet ou Audrey Merle, où on est identifié dans le collectif olympique, mais malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir prendre le départ des courses pour pouvoir se qualifier sur les test events. Donc, c'est un peu frustrant, mais encore une fois, je suis pas là en train de rentrer en polémique ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est une politique, donc faut faire avec. À toi d'être fort et de montrer que ta place, tu la mérites et que toi, en 2024, ce sera toi et pas l'autre, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais ouais, voilà. Et ça, c'est pas trop dur à avaler, justement, ce sera toi et pas l'autre, c'est-à-dire d'aller décrocher la copine d'entraînement, la copine du club, la copine du Pôle France pour pouvoir prendre sa place, parce que j'imagine que quand t'es dedans, t'es content quand les autres accèdent aussi à ce Graal, mais bon, au final, t'es quand même surtout content quand c'est toi. Oui, ça c'est sûr, hein. On se bat. C'est sûr que quand on prend, là, je suis copine avec, je m'entraîne avec Sandra Daudet par exemple ou Emma Lombardi. Donc ouais, c'est ça. Quand on est sur le ligne de départ, on est
concurrente, mais après, en fait, voilà, j'estime que il faut se concentrer sur soi et voilà, moi moi je suis fair play et enfin pas fair play, j'en sais rien si on me dit comme ça, mais ces personnes-là, comme je dis, ces 3 filles-là ont mérité leur qualif au test event, donc ça, il y a aucun souci. Mais moi, c'est plutôt au sens que, encore une fois, on s'entraîne toutes très dur. On s'entraîne toutes très dur. On a toutes nos qualités et nos défauts. Il y en a une qui est un tel. Et en fait, c'est juste ce qui est frustrant, en fait, c'est plutôt de pas nous donner la chance, en fait, à tous, de pas être équitable, en fait. J'aime pas l'injustice. C'est quelque chose que je déteste. Et là, c'est pas juste. Je trouve que c'est pas juste parce que j'aimerais qu'on nous donne toutes, parce qu'on nous identifie, nous, en tant que, dans ce collectif olympique, j'ai été identifiée, Sandra Daudet a été identifiée, Audrey Mal ont été identifiées. Et c'est vrai que, c'est frustrant de se dire, moi, j'aimerais, vas-y, donne-nous la chance, quoi. Pas la chance, mets-nous sur cette course-là. On a une chance. On se trouve, tant pis, en fait. C'est comme ça, on sera pas qualifié. Mais au test event. Mais quand on n'a même pas la chance de pouvoir au moins essayer de se qualifier. Et encore une fois, les 3 filles de cette année seront peut-être pas les 3 filles de l'année prochaine. Ça peut aller très vite. Il y en a une qui se blesse, il y en a une qui est malade, il y en a une qui se fait opérer de je ne sais quoi. Ces 3 filles-là, ça aurait été les seules qui ont vu le parcours. Et s'il y en a une de nous 3 qu'on remplace, on n'aura pas eu la chance de pouvoir le repérer, ce parcours-là. Et ça coûte rien pour moi de nous mettre sur le départ, puisqu'on a 7 dossards. Donc pourquoi pas en profiter? Mais voilà, je veux pas rentrer en polémique parce que voilà, moi je suis française et que, encore une fois, je me plie aux règles de ma fédération. Je veux pas changer de pays, je veux pas changer de nationalité. À moi d'être plus forte et de montrer que je mérite ma place. Mais quand même, des fois, c'est... Ouais, je veux pas rentrer dans la polémique, mais j'y suis quand même. Mais j'y vais pas, mais j'y vais. Ouais, voilà. De toute façon, encore une fois, il faut se concentrer sur soi. On y revient toujours, concentrer sur soi et montrer, voilà... Je suis extrêmement reconnaissante de la chance que j'ai aussi de pouvoir participer à plein d'autres courses et d'être aidée et à moi de montrer que vas-y, Mathilde Gauthier, en fait elle est pas mal, quoi. Elle est pas trop mal, elle est pas si dégueu que ça, Mathilde, donc peut-être qu'il faudra la mettre dans ce top 3. Et je reviens un petit peu du coup sur l'organisation des Jeux. Ces tests blancs, ça se fait dans toutes les disciplines? Alors non, pas dans tous les sports. Non, pas du tout. Je pensais que oui, mais en fait non. C'est une des spécificités du triathlon et voilà, c'est quand même une belle expérience, de pouvoir faire ça, de faire une répète, de pouvoir repérer tous les parcours, parce que ça va être spécifique quand même, à Paris. On est là, on va nager dans la Seine. Enfin, c'est quand même Paris, c'est une organisation. On nous a expliqué, mais c'est un truc. Waouh, ça va être un sacré truc, entre tous les feux qui vont couper, au passage des Champs-Élysées, le Grand Palais, le Palais Royal, bon bref, tout ça. C'est quand même un sacré truc. Ou quand tu sors de l'eau, bam, t'as je sais plus combien de marches pour monter jusqu'au parc à vélo. Ouais, ça va être heureusement qu'on a la chance de pouvoir repérer le parcours quand même au moins une fois avant les Jeux. Parce que au moins t'arrives pas le jour des Jeux comme ça, tu découvres tout, quoi. Mais donc ce sera c'est une vraie course. Ouais, en fait c'est ça exactement. En fait, c'est des sortes de Jeux Olympiques, parce que faut pas se mentir, carrément, clairement, toutes les personnes qui vont prendre le départ, c'est quasiment les mêmes qui vont être à 2024. Donc ouais, c'est des Jeux, c'est juste pas la domination des Jeux Olympiques, mais c'est test event et ça permet aussi, en fait, il y a des critères. Et en fonction des pays, des nations, c'est en fonction du résultat que tu fais. En France, je crois que c'est si tu gagnes la course, t'as ton ticket direct, ça ton golden ticket pour 2024. Mais pour d'autres pays, je crois que c'est peut-être tu dois faire podium, même dans des pays un peu moins développés, peut-être tu dois faire 12e, enfin bref. Et ça permet d'avoir un critère d'accès
direct pour les Jeux Olympiques en 2024. Ok, donc c'est une vraie course avec un vrai enjeu, quoi. C'est pas juste c'est pas juste une petite reco à la cool, quoi. Non. Attends, et s'il y a des gens qui ont envie de venir voir ça, parce que j'imagine, finalement c'est quand même cool aussi. Le jour même des Jeux, alors je sais pas si ce sera accessible facilement, probablement non, certainement que non, mais tu vois le jour de la compétition en 2024. Maintenant ce sera dans les rues de Paris, etc. Donc voilà, mais j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Là, le test event, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, j'imagine il y a beaucoup moins de gens dans les rues, etc. Les gens sont au courant de ça? Je sais. Alors, je pense que les gens sont pas trop au courant. Le public, il se connaît pas trop en triathlon. Il a pas trop. Vas-y, donne-nous les infos, les adresses, l'heure de départ, tout ça. Ça va m'intéresser quelques-uns. L'heure de départ. Alors, je crois que c'est. Voudrais que je vérifie. Je sais plus si c'est 8 heures, un truc comme ça. Et en vrai, je sais pas trop, parce qu'en fait, quand t'es pas concerné, bizarrement, que t'es un peu comme ça, du coup, tu veux plus, machin. Mais déjà, ce sera en août. Ce sera le 17 août, 17-18 août. Et, donc ça, ce sera les épreuves filles et garçons. Et après, il y aura les relais, le 20, je crois, c'est ça, le 20 août. Et donc là, il y aura ça. L'heure de départ, je peux pas vous le dire encore, mais je crois qu'il est assez tôt, parce que forcément, je pense que au niveau organisation, couper la circulation, ça va pas être évident. Et ce sera au niveau du pont Alexandre à Paris. À ce niveau-là, et en fait il y aura la possibilité de regarder, alors je pense qu'il y aura un gros staff de sécurité, mais oui, ce sera totalement possible de regarder la course, parce qu'en fait vous pouvez trouver le parcours sur le site de la Fédération française de triathlon, et en fait ils vont passer par des endroits mythiques de Paris, donc en fait oui, clairement. Et puis en fait la course à pied va se faire autour du pont Alexandre, donc en fait tout le monde, oui, ce sera accessible, hein. Je vous dis pas que je dis pas que vous verrez peut-être le super bien partout, mais il y a moyen de passer un bon moment quand même. Ce que tu nous dis là, c'est pas quelque chose de confidentiel, hein. C'est de l'info. Non, public, pas du tout. C'est de la. On a quelques milliers de personnes qui nous écoutent en ce moment, donc. Non, promis, c'est pas. On n'est pas dans les confidences. D'accord, très bien. Mais je pense que ça pourrait, en tout cas, ça pourrait intéresser pas mal de gens. Pour ceux qui sont à Paris ou pas trop loin, ou qui ont envie d'aller voir ça, ça peut être pas mal. Passer un beau moment, ouais, c'est clair. Voir les stars du triathlon français et international. Écoute, c'est noté. 17 ou 18 août pour le DO, 20 août pour le relais. Départ tôt le matin, a priori 8 heures, mais à confirmer. Exact, du côté du pont Alexandre à Paris. Et le parcours se trouve sur le site de la Fédération de triathlon française. Il nous reste plus qu'à aller demander une accréditation presse pour y aller, pour avoir une excuse pour y aller. C'est clair. Ok, excellent. Et donc du coup, je reviens un petit peu sur le relais. Comment ça se passe en termes d'entraînement? Parce que j'imagine que vous débarquez pas le jour de la course et en mode salut, c'est avec toi que je fais le relais. Bon bah ok, fine. Voilà. J'imagine ça se prépare. Il y a des entraînements, des enchaînements. Enfin, comment ça se passe? Alors déjà, en fait, les relais, souvent, en fait, tu sais avant si tu fais le relais ou non. Tu sais que tu fais l'épreuve individuelle, mais tu sais ou non que tu feras aussi le relais. Ça c'est annoncé avant. Pour les Jeux Olympiques et les test events, je sais pas exactement comment ils vont procéder. Si ils vont te dire, toi, tu feras probablement le relais de sûr. Ou alors on attend ton résultat de la course individuelle et ils prennent les 2 premiers de la course individuelle et ils estiment qu'ils feront le relais après derrière. Ça, je sais pas trop comment ils ont décidé de faire, mais souvent quand même là, par exemple aux Jeux européens, moi donc je faisais la course individuelle, mais déjà en amont on m'avait prévenu que je ferais le relais aussi. Et hormis si je me casse la gueule ou que je suis vraiment trop fatiguée ou quoi que ce soit, je laisse ma place à une autre. Mais il y a aussi des remplaçants aussi. Sur les relais, au cas où si un tel ou un tel tous chutent ou quoi que ce soit, bon bref, des remplaçants. Et après au niveau de l'entraînement, oui, ça se prépare de façon un peu plus spécifique. Après quand même l'épreuve individuelle prend du temps, c'est quand même une épreuve de 2 heures comparée à une épreuve de 20 minutes. Donc ça se gère à l'entraînement.
On prendra peut-être un peu plus de temps à préparer un peu plus longtemps la course individuelle que l'épreuve relais. Et puis après, voilà, des trucs un peu plus rapides, plus spécifiques, très très courts, la VMA ou du lactique un peu pour préparer le relais. Et puis après, en avant. Hein. Mais je veux dire, est-ce que tu t'entraînes avec les autres personnes, les autres membres de l'équipe ou pas? Alors, est-ce que je fais des relais à l'entraînement ou non? Oui, enfin des relais ou en tout cas vous vous entraînez ensemble parce que j'imagine. Et puis il y a une stratégie aussi. C'est garçon-fille, garçon-fille, mais il faut choisir quelle fille, quel garçon, à quel moment. Enfin tu vois, j'imagine tout ça. Il y a la stratégie. Ouais, en fait. Ça se fait le jour. En fait, une fois qu'on a passé l'épreuve individuelle, on va faire le brief d'avant relais, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler stratégie, savoir qui c'est qui part en premier, première fille ou deuxième fille, premier garçon ou deuxième garçon, un peu les l'ordre. On est en fait en fonction de nos états, de nos forces et nos faiblesses. En fait, le but souvent quand même dans un relais, c'est de garder le contact le plus longtemps possible avec la tête, en fait. C'est ce qu'on a remarqué, en fait, c'est comme ça qu'on gagne les relais. C'est en étant, en fait, du début jusqu'à la fin devant, en fait, sur l'avant sur la tête de course. Et donc, du coup, on compose en fonction de chacun. Et on estime qu'un tel, il va rester un peu plus longtemps en fonction de sa course à pied, de son vélo. Bref, voilà, ça se discute, en fait, en amont. On se connaît quand même, hein. On n'est pas 36 000 à faire les relais, hein, donc on se connaît quand même tous. On sait que on en a déjà fait, donc de par nos expériences, on sait que telle ou telle position nous convient plus. Et puis après, en fait, aussi l'émulation du relais, la bonne entente aussi permet aussi je pense il y a un aspect aussi un peu comme ça qui permet aussi qui contribue à la performance aussi. Dans tout ça, au-delà de l'aspect de l'entraînement et des forces, des faiblesses de chacun. Bon, mais comme tu l'as dit, vous vous connaissez déjà. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer sur des courses, de courir ensemble, de faire un petit footing ensemble, un footing de vieux ou un footing de jeunes, qui est pas du tout le genre de footing que nous on ferait en tant qu'amateurs, mais vous vous connaissez déjà, quoi. Oui, on se connaît. Au final, hein, quand même, c'est un milieu, c'est un peu les mêmes têtes qui tournent depuis des années. Donc, nous, les petits vieux et les petites relèves qui arrivent derrière, c'est un petit milieu, on se connaît. Hein. Et justement, au quotidien, vivre entre petits vieux et petits jeunes, c'est comment? C'est marrant, hein. Nous, les petits vieux, comme ça, on rajeunit un peu, comme ça. Mais au quotidien, non, c'est super, hein. Au final, moi, je suis une des plus vieilles du groupe, hein, quand même, faut pas se mentir, de mes 27 ans, là, bientôt 28. Et donc, je suis une des plus vieilles du groupe, ici à Saint-Raphaël. Il y a pas mal de jeunes, hein. Mais bon, moi, voilà, personnellement, je sais que je suis l'aînée de 6 enfants, hein, donc au final, ça me dépayse pas trop. Je me sens Tu es l'aînée de 6 enfants? L'aînée de 6 enfants, oui. Ah ouais, ok. Je comprends pourquoi tu disais ma maman, elle s'occupait de nous. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est du boulot, c'est un job à plein temps. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Et du coup, bon là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais partie des vieilles, comme tu le dis, mais bon, c'est parce que tu restes aussi sur le cours. Est-ce que toi, tu t'as des envies ou en tout cas des ambitions de partir sur des distances un petit peu plus longues aussi par la suite? Et souvent, on fait un peu le parallèle entre l'âge et la distance, même si c'est pas toujours le cas. Il y a quand même des exceptions qui confirment la règle. C'est clair. Il y a des petits jeunes qui cassent le game en du longue distance. Hein. Ouais, exactement. C'est surtout en France, on en a quelques-uns. Effectivement, oui, tout à fait. Alors oui, clairement, j'aimerais bien me tourner vers le longue distance après ma carrière de haut niveau sur cours. C'est une discipline qui m'attire bien, le 73. L'Ironman, pas trop encore, faut pas se mentir. Mais le 73, il y a encore une petite notion un peu là de vitesse, de jeu un peu plus encore. C'est important, j'aime bien encore un peu cet esprit-là. Et donc, j'aimerais bien en faire. Là, dans ma tête, j'aimerais bien pousser jusqu'à Los Angeles en 2028 parce que j'aurai 32 ans, donc je m'estime encore pas trop vieille encore sur du court distance. Et je me dis que au final, le triathlon, c'est un sport de maturation. Donc on a quand même vu pas mal de championnes olympiques
qui avait pas 25 ans, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je me vois bien pousser jusqu'à Los Angeles en 2028 et après, en fait, gentiment, me tourner vers le longue distance. Bon, je le ferai avant aussi en commençant sur des 73 au fur et à mesure. Mais ouais, je vois bien mon évolution de carrière comme ça parce que encore une fois, je vois pas ma vie sans le triathlon. Donc ouais, à l'instant T, ouais, je me vois ça. Après, je dis ça maintenant. Peut-être que dans X années, je me verrai avec 6 enfants aussi. Mais non, je rigole, surtout pas. Mais voilà, non, ouais, je me vois bien aller me tourner vers le 73 dans pas très longtemps. Bon, par contre, je sais pas si on t'a prévenu, mais tu disais tout à l'heure que t'aimais bien, même si c'est un sport individuel, t'aimes bien le sport d'équipe. À partir du 73, c'est fini, hein. C'est ouais. individuel, hein. C'est clair, c'est individuel. Donc c'est pour ça, là, je suis encore généreuse, peut-être que c'est pour ça, j'aime bien ce côté-là. Puis après, je deviendrai totalement focus sur moi, donc peut-être que c'est bon, ça ira, je pourrai m'en passer. On te réinvite dans 10 ans et on voudra savoir ce que ça donne, la Mathilde de 36 ans. C'est ça, exactement. Finesse, hein. J'ai hâte de savoir ce que c'est. J'espère qu'il va y passer plein de belles choses d'ici là. J'aurai des bonnes choses à raconter, j'espère. Et en type, parce que tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu étais assez à l'aise, ou tu aimais bien en tout cas les formats très courts, style les relais ou des super sprints. Donc, on en déduit que tu es une athlète plutôt explosive. Mais sinon, de manière générale, et peut-être aussi sur les 3 sports, t'es quoi comme type d'athlète? Tu vas dans quelle catégorie, dans quelle case est-ce on pourrait te mettre? Donc, de ce point de vue-là, au sens donc explosive, en fait, de base, moi, en fait, quand je faisais de la natation, je faisais des très petites distances. Donc, tout ce qui est filière anaérobie, là, c'est quelque chose de plus naturel chez moi. Ces notions de vitesse, voilà, j'ai quelques facilités. Je suis pas la plus douée, hein, mais j'ai quelques facilités. Mais par contre, quand même, faut pas se mentir, hein, sur du format olympique, il faut quand même des qualités d'aéro, hein. Et ça, je les ai pas développées en étant plus jeune. Et vraiment pas. Et pas malheureusement, mais ces qualités-là, on les développe pas en un an, hein. Donc il faut du temps. Et donc moi, mon entraînement est beaucoup tourné vers le développement de ces filières-là, de ces qualités-là, et tout en essayant de conserver mes qualités, mes caractéristiques, voilà, mes qualités propres, parce que elles sont quand même assez utiles aussi sur courte distance, hein. Faut pas se mentir, pour aller taper ce petit sprint à la fin ou aller faire une petite giclette à droite à gauche, ou un bon départ nat. Donc ça, ces qualités-là, elles sont complémentaires et c'est plus facile de développer des qualités aéro qu'un aéro, ces qualités de vitesse-là, du moins. Mais ouais, pour le moment, j'arrive à être encore multitâche, même si j'ai encore du taf, hein, sur des formats de 2 heures là, de format de olympique, ça court vite et longtemps. Et moi, c'est pas encore très long. Et dans les 3 sports, t'es plutôt équilibré, ou bien il y a un sport dans lequel t'es vraiment plus fort que l'autre? Alors, je dirais que je suis assez équilibrée. Après, le fait d'avoir été pas mal blessée à pied, il me manque encore un petit peu là à pied pour pouvoir rivaliser bien sur l'avant de la course, sur des courses de haut niveau, genre WTCS. Mais donc ouais, ça court vite, hein, ça court très vite, hein, à pied. Et moi, il m'en manque encore 0,5 à pied, 0,5 km/h pour pouvoir aller jouer. Donc ça. Et après en nat quand même, j'ai cette chance j'ai la capacité de pouvoir partir très vite. Donc au final, j'arrive toujours à sortir aux avant-postes. Donc ça c'est un avantage. Il permet du coup d'être bien placé. Et après à vélo, et voilà, il suffit de bien collaborer. J'aime bien aussi le vélo. Moi, je me dirais que je suis assez équilibrée, mais avec, on va dire, un petit avantage nat vélo. Voilà, un léger avantage. J'ai l'impression aussi, j'ai l'impression que t'es grande. Je connais pas ta taille, mais j'ai vu les photos de toi sur des podiums ou des trucs comme ça.
Ou alors c'est tes concurrentes qui sont très petites. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois tu leur prenais une ou deux têtes, quoi. Ouais, c'est vrai que je fais 1m73, donc oui, je fais partie des plus grandes. Il y a Cassandre qui est plus grande que moi, mais chez les filles, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément des très grandes. Mais après, attention aux petites, hein. Qu'est-ce qu'elles vont vite, celles-là. Elles sont redoutables. Hein. Je m'entraîne avec Sandra Daudet. Et je fais facilement une tête de plus qu'elle, et du coup c'est vraiment très très marrant quand on nous met à côté. Il y a la grande perche et la petite perche, et mais bon, c'est pas parce que je suis plus grande que ça court plus vite, hein. Loin de là. Les petits gabarits sont redoutables aussi. Et justement, est-ce que il y a des avantages en soi, je sais pas, peut-être, ou peut-être en A, t'as des plus grandes mains, je pense que oui, peut-être qu'en effet, il y a quand même certains petits avantages à droite à gauche, peut-être à vélo, question de puissance ou quoi, mais après, forcément, en contrepartie, en montée, que ce soit en montée, en descente, du coup, peut-être une a plus d'avantages que l'autre, mais oui, je pense que chacun que ce soit grande, il y a des avantages, mais aussi il faut les bouger après tous ces grandes jambes. Hein. Faut les amener quelque part aussi à pied. Donc. Non, parce que tu vois, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de gens qui se sont posés des questions sur le morphotype du triathlète. Ouais. Et c'est quand même difficile, quoi, parce que tu regardes un peu les podiums et t'as jamais. T'as pas un morphotype qui gagne à chaque fois, quoi. Autant tu vois, je sais pas, tu regardes dans le basket, tu regardes dans le tu regardes sur les vainqueurs du Tour de France à vélo, tu regardes sur le marathon, tu regardes sur le 100 mètres à pied. Ouais. Tu vois, tu as vraiment un type de morphologie qui est propice à la discipline. Avec peut-être quelques exceptions ici ou là, le triathlon c'est quand même beaucoup plus hétérogène, quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Après, je trouve qu'en fait, je trouve que les morphotypes évoluent aussi avec les dynamiques de course. Et avant, on voyait plus des courses où ça se gagnait, ça se faisait course à pied, à la Gwen Jorgensen, donc des grandes tiges hyper fines, très longilines. Et maintenant, le fait que le vélo ait une grosse incidence dans la performance, on voit des filles de plus en plus musculeuses, sèches, taillées, mais de plus en plus musculeuses. Et du coup, voilà, on voit des évolutions, je trouve. Et c'est quand même, moi j'aime bien, je préfère, parce que au final, vas-y, en fait, faut pas être une coureuse, en fait. Une coureuse, il faut être aussi une grosse rouleuse. Il faut appuyer sur les pédales, écraser, et au final, quand même, il faut de la cuisse, comme on dit, la cuisse. Donc du coup, voilà, c'est plaisant de pouvoir voir qu'au final, quand même, faut pas être une petite grande tige anorexique pour pouvoir gagner des courses, quoi. Et pourquoi tu dis que que le vélo a plus d'importance ? Le vélo, en fait, l'arrivée de certaines concurrentes, notamment Flora Duffy dans le monde du triathlon, a complètement bousculé les physionomies de course. Que ce soit donc chez les garçons et chez les filles, et là notamment nous chez les filles maintenant, l'impact du vélo le vélo a vraiment pris une grosse importance dans le triathlon, et ce qui n'était pas le cas en fait avant c'était natation, ça roulait fort, vélo, ça roulait fort, mais après ça courait très très vite, et maintenant en fait ça nage fort, mais ça roule très très fort. Et puis après, derrière, ça court vite aussi, en fait. On a vu vraiment évoluer le triathlon. Et maintenant, tu prendrais chaque personne individuellement. Tu pourrais les retrouver sur des compétitions en natation où ils feraient des podiums sur des grands championnats. En vélo, pareil. Et en course à pied, pareil, en fait. Maintenant, les gens sont forts, ils sont très très forts dans chaque discipline et pourraient rivaliser dans le milieu de la natation, le milieu de l'athlétisme et le milieu du vélo, en fait. D'accord, mais donc ce que tu veux dire, c'est que même à l'époque, sur la partie vélo, il y avait juste pas tellement de niveau que ça dans le peloton. En fait, c'était des dynamiques de course, des initiatives, des prises d'initiatives qu'il n'y avait pas avant, et que des façons de courir, en fait, aussi, et le fait qu'il y a eu Flora Duffy qui est arrivée dans ce milieu-là. Flora Duffy, elle a complètement chamboulé les physionomies de course, en fait. Et maintenant, on retrouve
tous les Anglaises, elles se sont mises aussi pareil. Enfin, tout le monde maintenant. En fait, il faut être un monstre nat vélo maintenant dès le début, un monstre nat vélo, parce que si tu sais que derrière, tu vas pas revoir la tête de la course, alors qu'avant, ça s'attendait, ça posait plus groupé, c'était plus fréquent en fait. Et maintenant, il y a beaucoup plus de courses où en fait, dès le début, nat vélo, bam, échappé et ça revient pas en fait. C'est ça, donc ça attaque sur le vélo en fait, c'est ça qui exactement. Change. Exactement. Intéressant. Et encore une fois, on recontextualise peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais on parle bien du triathlon court distance où le drafting est autorisé, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Écoute Mathilde, on a une question souvent pour finir l'épisode, c'est qu'on demande à notre invité comment devenir triathlète. Donc je te propose de prendre une petite respiration, de te poser un peu et puis de répondre à cette question. Comment, à ton avis, devenir triathlète ? Comment devenir triathlète ? C'est pas bien compliqué pour moi. On a la chance, je trouve, d'avoir une fédération qui quand même développe énormément le triathlon et autour de soi en fait. Comment devenir triathlète ? Regardez autour de vous. Il y a plein de clubs qui peuvent vous apprendre à découvrir cette discipline-là. Donc n'hésitez pas à aller toquer aux portes des clubs parce que c'est quand même beaucoup plus facile de s'y mettre à plusieurs et d'être entouré que de s'y mettre tout seul. Et puis voilà, allez toquer aux portes des clubs et vous verrez, le triathlon va vite devenir addictif pour vous. Ouais, puis sinon vous faites comme Mathilde, vous allez aussi toquer à la porte du Pôle France, et puis à force de toquer à la porte, on va finir par vous ouvrir et vous dire de venir même avec les béquilles. Ouvrez-moi s'il vous plaît, c'est clair. Oh là là. Super, écoute, merci beaucoup pour cet échange. On te souhaite plein de réussite pour la suite. On espère te voir parmi les partantes au JO l'année prochaine. Et puis nous, Olivier, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, merci Mathilde, on te suivra de très près. Et Hermano, je te retrouve effectivement la semaine prochaine. Salut à tous. Merci à vous, au revoir, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.